Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour revenir sur l'actualité très chaude au PSG ces derniers jours. À la base, cette vidéo devait être un avant-match de la réception de Saint-Étienne demain au Parc, mais le mercato s'est complètement enflammé ces 48 dernières heures. Les dirigeants n'ont pas attendu les résultats en Ligue des Champions à la fin du mois pour bouger sur le marché et négocier des deals à 70-80 millions. Je parle de Kvaratskhelia, bien évidemment, vous l'avez compris. Et nos dirigeants ont bien raison de s'activer dès maintenant, car ce recrutement dépasse complètement ce qu'on fera sur la scène européenne cette saison et nous fait prendre une avance considérable sur le prochain mercato d'été où on pourra se concentrer sur d'autres priorités à d'autres postes ou d'autres opportunités, comme un Mohamed Salah, rêver plus grand et le recruter gratuitement pour constituer une attaque qui aurait vraiment de la gueule. Bref, on en est très loin. Aucun de ces joueurs pour l'instant n'a signé officiellement. Par contre, celui qui est le plus proche et qui n'a jamais été aussi proche du PSG, c'est Visca Kvaratskhelia, le Géorgien. Réunion en début de semaine prochaine pour formaliser et conclure un accord qui est verbal pour l'instant autour de 70-75 millions selon des sources italiennes, Gianluca Di Marzio et Skriniar qui irait en prêt du côté du Napoli, mais cette opération est complètement distincte de celle qui concerne Kvaratskhelia. En fait, selon des sources françaises, on aurait plutôt proposé 45 millions et Kolo Muani, mais Kolo veut pas aller à Naples, du coup, bon, ça c'est un peu abandonné, ou 60 millions et Skriniar. Mais le Napoli ont répondu, on veut pas Skriniar, on veut juste de l'oseille, donc alignez-les. Et deux sources donc italiennes proches du Napoli, ça tourne entre 70 et 75 millions. Petite baisse par rapport aux 80 millions qui étaient annoncés il y a 2 jours, qui était l'exigence initiale des Napolitains. Peut-être que ça se finira à 60-65 fixe, qui monte à 70-75 avec les bonus. Ce qui serait un transfert déjà plus raisonnable que ce qui était demandé l'été dernier, hein, le Napoli qui cherchait 120 millions pour son joueur. Et d'ailleurs, Fabrizio Romano, dans une vidéo il y a 2 jours, a dit que le PSG en mai dernier avait bien fait une offre pour le package Osimhen-Kvaratskhelia. Une offre de plus de 200 millions d'euros aurait été formulée. Alors, personne n'a repris cette info, que ce soit donc les autres médias pour la confirmer ou les comptes pour la relayer tout simplement. Mais il a dit ça. Bon, je ne sais pas trop si c'est vraiment vrai. J'ai quand même la conviction que si on l'avait pris l'été dernier, ça aurait coûté plus cher. Et c'est encore plus formidable de dire ça dans un mercato hivernal en fait, où d'habitude, voilà, c'est l'hiver, il n'y a qu'un seul petit mois, on est en pleine saison. En plus, le Napoli, ils sont premiers de Serie A, c'est leur meilleur joueur. Ils n'ont pas forcément une grosse avance sur leur dauphin, donc le titre n'est pas du tout assuré. Ils le laissent partir, je pense, à moins cher que l'été dernier. C'est vrai que là, on parle quand même d'un gros coup, il faut l'avouer. Donc Antonio Conte s'est positionné très clairement, de manière tout à fait lucide sur le dossier en conférence de presse cet après-midi. Donc il a dit, voilà, Kvaratskhelia a demandé le transfert. C'est un coup de tonnerre pour moi, on perd un joueur très important. Et il dit aussi qu'il ne veut pas le retenir comme il l'a fait l'été dernier, pensant le convaincre de son projet de jeu. Et au final, il dit, j'ai échoué à lui faire adhérer à mes principes de jeu. Donc, comme je l'ai dit il y a 10 secondes, c'est vrai que c'est terrible pour Antonio Conte qu'on embrasse, hein, parce qu'il perd son meilleur joueur, celui dont il voulait faire la pierre angulaire de son projet cet été. Alors, à quel point, en fait, j'arrive pas trop à distinguer à quel point c'est le fait que Kvaratskhelia ne veuille pas prolonger à Naples qui a précipité ce dossier, ou de l'autre côté, à quel point, en fait, Antonio Conte, bon, on s'est rendu compte qu'il était pas indispensable. Il n'a pas marqué depuis le 29 octobre dernier, quelques petits pépins physiques et surtout d'autres joueurs dans l'effectif napolitain ont fait leur trou, comme Neres par exemple. Donc c'est vrai qu'on peut se demander laquelle des deux explications est la plus plausible pour justifier quand même le fait que le Napoli, comme ça, nous dise... Enfin limite maintenant c'est eux qui nous disent il faut boucler rapidement. Il y a eu un très bon début de saison en plus hein, de la part de Kvaratskhelia sous Antonio Conte jusqu'à octobre. Et aussi notons que c'est un entraîneur qui fait progresser défensivement n'importe quel attaquant. Et c'est le cas donc pour Kvaratskhelia, très bien dans la perspective de l'inclure dans le système et les principes de Luis Enrique. Donc voilà, dans les médias italiens, on nous dit que le Napoli veut boucler très rapidement le deal parce qu'ils veulent le remplacer et par un ailier et par un milieu de terrain. Et il n'est pas convoqué au match de ce week-end. Alors après,
Il y a aussi, pareil, un petit pépin physique pour lui ces derniers temps, fatigue musculaire, c'est ce qui est invoqué. Est-ce que c'est pas plutôt quelque chose de diplomatique pour ne pas enrayer les négociations en cours? Avec le joueur, aucun souci. De toute façon, on s'était mis d'accord avec lui l'été dernier. C'était assez facile parce qu'aujourd'hui, il touche moins de 2 millions à Naples. Et visiblement, s'il vient, ce serait pour 8 à 10 annuels. Quadruplé, voire quintupler son salaire. Alors, je pense qu'il y a une part variable donc sur le nombre de matchs joués, comme Luis Campos adore le faire. Il y a aussi pas mal de bonus qui sont faits en fonction de notre avancée dans les compétitions, quoi. En Coupe d'Europe, par exemple, si on sort très tôt, je pense qu'il y aura moins de primes à signer pour les joueurs. Parce qu'à chaque stade, je crois qu'ils prennent une prime, une grosse prime. Et bien sûr, de son côté, il a vu Victor Osimhen, qui a fait une très grosse saison lors du titre et tout ça, qui est pisté. Le PSG le voulait, par exemple, dès 2023. Ils n'ont pas attendu l'été 2024 pour s'y intéresser. Il était bankable à ce moment-là. Au final, le Napoli le garde, le prolonge, lui accepte de prolonger avec un giga salaire là-bas. Je crois qu'il lui avait donné 10 millions, voire 12, plus 10 je crois, ce qui est déjà énorme à l'échelle du Napoli et de la Serie A. Et avec donc la clause libératoire qu'on connaît à plus de 100 millions. Et au final, l'été dernier, le mec se retrouve complètement bloqué et finalement prêté à Galatasaray. Donc Kvaratskhelia a vu l'entourloupe, bien évidemment. Alors Santi Aouna, il a donné un autre argument, donc journaliste foot mercato, que j'arrive toujours pas à cibler vraiment en matière de fiabilité. C'est vrai que parfois, il a des exclus qui sont confirmés par la suite. Parfois, il y a des infos qui sont un peu farfelues, ils vont un peu loin, ils sont aussi parfois tout seuls à sortir des trucs. Donc là, c'est que Visca Kvaratskhelia est séduit à l'idée de vivre à Paris comme un citoyen lambda, sans la pression populaire qu'il a actuellement du côté de Naples. Ça, c'est véridique, hein, c'est pas faire offense à notre club ou à la ville de Paris que te dire qu'il y a beaucoup moins de pression populaire ici. Enfin voilà, quand tu es multimillionnaire à Paris, bon, tu vis dans des quartiers où les mecs ne te reconnaissent même pas en fait. Hein. Personne te connaît, t'es incognito. Alors après, bien sûr, si tu sors sur les Champs-Élysées et tout ça, bien sûr, tu commences à être reconnu. Enfin, d'ailleurs, João Neves a fêté son nouvel an sur les Champs-Élysées avec plein de joueurs du Benfica, notamment Thomas Araújo. Vous savez, le joueur des défenseurs qu'on pisté en fin de mercato estival 2024. Donc voilà. Et aussi Kanguini, on le voit souvent. Se promener dans Paris. Il y avait eu une vidéo il y a un mois qui avait tourné d'un mec qui le filme pendant 30 secondes. Tu te dis, mais... Et il y en a, tu sais pas trop ce qu'ils ont dans le cerveau à suivre un mec en le filmant comme ça dans la rue. Sans même lui adresser la parole, quoi. Le mec est suivi comme ça. Bref. Passons à un autre dossier ouvert hier. Alors là, beaucoup moins d'enthousiasme. Enfin, pas par rapport aux joueurs, mais par rapport à la faisabilité du truc. C'est évidemment John Duran. Alors pendant les vacances, il y avait eu en Angleterre un bruit comme quoi on s'y intéressait, très peu relayé parce que la source n'était pas très fiable. Et au final, il s'est avéré qu'elle a eu raison parce que le PSG a contacté le joueur, est intéressé. Et ça a été confirmé donc hier par RMC Sport, Fabrice Hawkins, qui se lance un peu dans ce dossier. Tout à l'heure, quand je faisais référence à des journalistes qui sont un peu largués, typiquement, Fabrice Hawkins, vous savez, on en a fait la propagande pendant plusieurs mercatos. Bon, là, c'est vrai que sur le dossier Kvaratskhelia, il a essayé de nous lancer un coup de froid hier en nous disant que ça allait être un dossier difficile. 4 heures après, on nous dit de sources italiennes, donc proche du Napoli, qu'on veut boucler l'affaire très rapidement. Voilà, que d'ici une bonne semaine. Je pense pas que ça va se boucler là, dans le week-end ou en début de semaine prochaine. Je mise plutôt sur la semaine du match contre Manchester City. Voilà. Mais je pense que officieusement, très rapidement, le Napoli vont être assurés de cette rentrée d'argent et pourront donc aller négocier le remplaçant parce que c'est ça dont il s'agit. Donc voilà, il s'est lancé sur le truc de John Duran. Vu la faisabilité du truc, bon, c'est vrai que il prend un risque. Si ça se fait, c'est exceptionnel parce qu'on parle d'un joueur qui est en première ligue à Aston Villa, qui veut absolument pas le faire partir, qui demande beaucoup d'argent. C'est un profil quand tu regardes qui, sur le papier, ne colle pas vraiment avec ce qu'aime Luis Enrique en fait, si on parle objectivement. Moi j'adore, moi c'est un joueur que j'adore, John Duran. C'est un buteur brutal, avec une finition de dingue. Enfin, la qualité de frappe est folle. S'il vient dans l'effectif, c'est le meilleur frappeur de l'effectif.
sachant que c'est le geste technique quand même pour marquer un but. La frappe, elle est puissante, il a de la force dans les jambes, mais surtout le positionnement du corps, les épaules bien au-dessus du ballon, les pieds, pas d'appui superflu avant de tirer, pas de touche aussi en trop. Il y a des actions, tu as juste à regarder les compilations, quoi. Il y a des reprises de volée qui te met, boum, contrôle poitrine, frappe, mais surpuissante, qui fusille le gardien. Il n'y a aucun joueur, même pas Gonzalo Ramos, qui fait ça dans l'effectif aujourd'hui, hein, qu'on soit très très clair. Mais c'est typiquement le genre d'attaquant que j'adore. Les frappes dans la surface, parce qu'il est capable de bien se déplacer, se faire oublier des défenseurs, parce que physiquement, c'est un buffle. Et donc, en Ligue 1, pas de problème d'adaptation là-dessus. Il sait résister. Il a les capacités physiques, athlétiques et l'intelligence de déplacement, la capacité à utiliser le haut de son corps pour gêner l'adversaire et tout ça, enfin, lui mettre des coups de coude, machin. Souvent à la limite de la faute, mais la faute n'est pas sifflée. Et ça passe pour lui, tu vois. C'est vraiment exceptionnel. Offensivement, j'adore. Voilà, le jeu de tête. Que dire du jeu de tête? La détente. Il y a des buts qu'il reprend après plusieurs pas en arrière. C'est exceptionnel. Il y a des buts où il est super gêné et bam, il la reprend et il se match surtout la tête. Voilà, c'est waouh. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment un joueur que j'adore. L'application défensive, pareil. Les interceptions, l'intensité dans les courses, gêner les premières relances. Ça, je pense que pour le coup, c'est la qualité qui a fait mouche chez Luis Enrique s'il a validé le profil. Parce que c'est vrai que là-dessus, c'est vraiment un très bon premier défenseur. Alors, l'état du projet actuel nous fait donc dire que toute piste est normalement validée en amont par l'entraîneur Luis Enrique. Et donc là-dessus, vu le nombre de journaux qui ont repris et confirmé cet intérêt du PSG pour John Duran, Colombien de 21 ans, hein, qui évolue en MLS, Chicago, avant d'aller donc à Aston Villa, mais Unai Emery veut le garder, hein, et même si il est estimé à 40 millions sur Transfermarkt, ils en veulent plus 80. Donc bon, 2 transferts à 80 patates, ça me paraît juste. Et pareil, dans le papier d'RMC, il est dit que c'est soit John Duran, soit Kvaratskhelia, que les 2 dossiers sont liés. Chose que j'ai absolument pas compris parce que c'est super différent en termes de profil, les 2 joueurs, en fait. C'est vraiment... de profil, en termes de zone occupée, j'ai rien compris à cette information. Mais donc voilà, vu le nombre de sources qui ont repris, sûrement Luis Enrique a validé le dossier. Alors après, de l'autre côté, si on imagine qu'il ne le valide pas, rappelons que les joueurs signent des contrats de 5 ans, quand l'entraîneur signe 2 ans. Alors là, il a prolongé jusqu'en 2027, Luis Enrique, mais c'est pas officiel, même si c'est signé, tout le monde le sait. Jurisprudence Nuno Mendes quand même sur les dernières semaines. Mais voilà, je pense que notre situation en Ligue des Champions actuellement est un exemple parfait de la précarité du poste d'entraîneur. C'est-à-dire que, imaginons le pire, une élimination à Stuttgart dans 15 jours. La question se posera forcément. Je dis pas qu'il faut le dégager. La question se posera. Ce sera un échec très très grand. Et alors Nasser qui dit on a le meilleur entraîneur du monde, il ne sautera pas. Si le Qatar se réveille un matin et décide de le dégager parce qu'ils sont pas contents de la phase de championnat de Ligue des Champions, il partira. Nasser, il a dit qu'on avait les meilleurs entraîneurs du monde. Et à chaque fois, 2 mois après, il dégageait. Alors je dis pas que ce sera ça pour Luis Enrique, je dis juste que c'est là-bas que ça se fait en fait. Et peu importe ce que Luis Campos, Nasser voudront mettre en place, si on se lève là-bas et on dit, voilà, on est éliminé, c'est piteux, ça dégage, bon, peut-être qu'il y a un monde où on assiste à ça. Donc pour John Duran, on peut se dire, voilà, dépasser un petit peu cela, même si c'est vrai que voilà, en l'état, Luis Enrique, quand il aime pas un joueur, quand il colle pas avec ses qualités, c'est vrai que c'est quand même compliqué. Et on a eu la confirmation avec le retour de blessure de Ramos, voilà, où il nous dit... Enfin, tu peux résumer ce truc de Ramos qui revient pour au final être titulaire contre Salzbourg très rapidement et derrière sauter du 11 de manière assez peu compréhensible, même si moi j'avance certains arguments souvent. En fait, au-delà de ça, tu reviens à sa déclaration début novembre, alors que Ramos était encore blessé, où il te dit il va revenir le 25, mais je sais pas de quel mois, et précisant après, c'est pas un joueur qui va modifier toute l'équipe. Il faut pas voir en Ramos et en n'importe quel joueur la solution idoine à tous nos problèmes.
Et là-dessus, on comprenait déjà avant le retour de Gonzalo Ramos l'estime qu'a Luis Enrique envers lui. Et aujourd'hui, il est remplaçant. Alors demain, contre Saint-Etienne, ce sera intéressant de voir s'il sera titulaire. On va y revenir un peu plus tard. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a ces points de tension entre à quel point on doit écouter l'entraîneur sur le mercato. Au point de délaisser des joueurs qui sont potentiellement, sur plusieurs années, top 10 à leur poste. Enfin, John Duran n'a que 21 ans. Et déjà des qualités ultra fortes. Ultra fortes. Mais vraiment. Toute la frappe de balle et tout ça que j'ai détaillé tout à l'heure. Bon, Kolo Muani et Ramos, il n'y avait pas de qualité aussi forte quand on les recrute. Bref. Kolo Muani, justement. La Juve s'active. Ils le veulent vraiment, c'est le dossier. Alors, il y a eu Manchester United, Florian Plettenberg qui a dit ils veulent concrétiser le truc, machin, mais c'est compliqué. Honnêtement, en Angleterre, ça a été démenti. Il y a Zirkzee là-bas qui veut rester absolument, et donc ça bloque, hein, puisque ça fait une place en moins dans l'effectif pour Kolo Muani. Donc ça me paraît assez compliqué pour l'Angleterre. Les Spurs, moi je mise sur Tottenham qui est annoncé. Venez la Première Ligue, parce que enfin moi je peux pas négocier avec la Serie A, quoi. Il y a le Milan aussi, Sergio Conceição qui l'a connu à Nantes, mais ça c'est des clubs qui n'ont pas de sous. C'est des clubs qui vont te proposer un prêt où tu devras prendre une partie du salaire en charge. À quoi ça sert? Et la Serie A, le Milan peut-être, honnêtement. Conceição, entraîneur qu'il connaît. Mais alors la Juve de Thiago Motta, les principes de jeu qui collent pas avec son profil, le fait que la Juve, les problèmes qu'il rencontre, en fait, ce sont grosso modo les mêmes que nous. Affronter des équipes du milieu de tableau de la Serie A qui t'attendent regroupées derrière, et toi qui as le ballon. Mais lui, Kolo Muani, il a besoin d'espace. Il a besoin d'un jeu en transition qui n'est pas ce que pratique la Juve. Donc c'est vrai que là-dessus, je suis assez sceptique sur ce dossier. Au début, quand j'ai vu que Kvaratskhelia a complètement explosé comme ça en 24 heures, je me suis dit, en parallèle, on a dû boucler le deal Kolo Muani. S'assurer qu'on se libère au moins de son salaire ou qu'on met une option d'achat quasiment obligatoire. Mais non. Alors, on avait refusé Monaco dans le cadre d'un prêt sec en décembre. Alors, à quel point c'est la formule qui a expliqué ce refus, ou le fait que ce soit un concurrent direct à l'échelle nationale. Parce que les clubs italiens, la Juve et Milan, ils vont proposer la même chose que Monaco, hein. Un prêt sec, hein. À la limite, tu mettras une option d'achat, mais elle sera non obligatoire. Et c'est des Italiens, t'inquiète pas qu'ils vont pas la lever, hein. Dans 6 mois, tu te retrouves avec lui. Donc c'est vrai que c'est un dossier, moi, que bon, qui me fait un peu peur, là, multiplier les pistes, mais finalement rien de bien concret. Bon, passons quand même au match de demain contre Saint-Etienne, hein, le premier au Parc en 2025. Retour de la Ligue 1 après cette fameuse journée contre Monaco qui était donc le 16 décembre, donc c'était il y a quasiment un mois. Luis Enrique s'est présenté en conférence de presse cet après-midi en disant bien sûr, on n'est pas concentré sur City, on a la tête 100% focus sur le match contre Saint-Etienne. Évidemment, je le renvoie à Ousmane Dembélé qui a dit absolument l'inverse après le trophée des champions la semaine dernière à Doha. C'était exceptionnel, hein, quand il s'est arrêté en zone mixte pour dire oh bah non, nous on a déjà Manchester City dans les têtes. Voilà, le match est dans 3 semaines, il te reste 3 matchs à jouer, tu viens de gagner un trophée, boum, non, nous on pense à City. C'est Dembélé, bien sûr, hein, voilà, le frérot n'a aucune barrière, aucun filtre. Et c'est cool, et c'est la vérité. On pense tous à City. Et je pense que Luis Enrique va faire sur Saint-Etienne et Lens ce qu'il avait fait contre Nantes et Auxerre avant Salzbourg. À savoir aligner l'équipe qui le sera en Ligue des Champions à quelque chose près. Par exemple, Nantes et Auxerre, juste avant Salzbourg donc, ce sont les deux mêmes équipes. Il y a seulement Warren qui est dans l'équipe contre Auxerre, mais qui n'y est pas contre Nantes. Et qu'il n'y ait pas à Salzbourg. Rappelez-vous, Salzbourg, c'était Vitinha, Fabian Ruiz et João Neves, le milieu. Donc voilà. Et la même attaque. Gonzalo Ramos, Barcola et Likanguin. Sur les 3 matchs-là, pour le coup. Ils avaient débuté tous les 3. Donc là, voilà, je veux que Luis Enrique fasse pareil. Demain, je pense qu'il y aura la grosse équipe, quoi. Au vu de la semaine complète qu'on a eue pour préparer ce match. Et le match suivant, qui est la Coupe de France contre Espali à Clermont-Ferrand. Donc là, oui, on pourra faire tourner. Mais demain, c'est vrai que sur
Sur la compo, je pense voilà, on aura Donnarumma, Hakimi. Alors au poste de défenseur central droit, Marquinhos s'est touché aux adducteurs lors du Trophée des Champions. Il s'est entraîné individuellement aujourd'hui. Normalement, il sera forfait demain, on va prendre aucun risque avec lui. C'est vrai qu'à ce moment de la saison, c'est toujours pareil avec lui. Ça siffle toujours dans cette zone du corps. Donc voilà, ça montre aussi le fait qu'il commence à vieillir, hein, qu'il a fait déjà beaucoup de saisons au plus haut niveau, qu'il n'a pas non plus été toujours voilà très fiable, hein. Il a toujours eu ce petit pépin qui le tient écarté des terrains. Rappelez-vous la saison dernière, il se pète à Nantes en février, voilà, et ça dure bien 5 semaines. Donc là voilà, espérons que ce sera rapidement soigné. Et bien sûr, ça nous conforte dans la nécessité de recruter à ce poste. Alors, c'est moins évident parce que derrière Marquinhos, c'est comme recruter un latéral derrière Hakimi. Tu vois pas la plus-value directement, en fait. Tu fais un recrutement au mercato hivernal qui est censé changer quelque chose à ton équipe directement, mais en fait, tu le vois pas parce que c'est un remplaçant à un titulaire. Donc, c'est vrai que ces recrutements sont moins des évidences qu'un Kvaratskhelia, par exemple, mais tout aussi importants. Et surtout que Marquinhos, on peut le faire parce qu'il va y avoir la perspective d'un départ ou d'une fin de carrière, enfin pas d'une fin de carrière, mais sûrement d'un départ, je pense. Je pense Marquinhos fait encore peut-être la saison prochaine, celle d'après, et après être terminé. Donc il faut avoir un titulaire quand même derrière parce que ne pas faire une Thiago Silva. Donc voilà, c'est vrai que c'est important de souligner cette nécessité, mais le club l'a vraiment bien ciblé en parlant à différents prospects à ce poste-là. Hein, on l'a vu avec Zabarny, l'Ukrainien, par exemple. Et donc, pour demain, la composition, on pourrait se dire peut-être un retour de Skriniar, en vue de lui faire une petite cote sur le marché des transferts s'il fait un bon match. Mais bon, je pense qu'on va pas prendre ce risque-là. Et surtout, en décembre, quand Marquinhos avait loupé le match contre Lyon, c'était Beraldo qui avait joué axe droit, alors qu'il est gaucher et central gauche d'habitude. Donc voilà, donc je pense Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno demain. Au milieu, j'aimerais bien voir João Neves numéro 6, avec Fabian Ruiz relayeur, et après ça se tape entre Vitinha et Warren. Soit Ruiz relayeur gauche et Warren relayeur droit. J'ai une petite préférence pour cette animation-là. Soit Ruiz relayeur droit, et Vitinha reprend le côté gauche un peu plus haut. Mais voilà, j'aimerais bien voir João Neves tout seul sans Vitinha. Parce que c'est vrai que les deux se marchent un peu dessus quand ils sont ensemble. Et Warren Zaïre-Emery me paraît quand même important. C'est un travail de l'ombre qu'il fait, mais je pense que c'est un joueur qui est plus important qu'on ne le croit par sa capacité à compenser machin. Et donc l'attaque, vous l'avez compris, l'attaque alignée demain doit être celle qui le sera contre Manchester City, à part s'il y en a un qui se pète ou qui fait une prestation absolument calamiteuse. Je pense qu'on doit partir sur Désiré Doué, Ousmane Dembélé et soit Barcola, soit Lee Kang-in du coup. Enfin, je pense que c'est ça l'état de l'attaque aujourd'hui, objectivement. Après, est-ce que la dynamique de Désiré Doué va aller jusqu'à une titularisation en Ligue des Champions déjà contre City? Luis Enrique n'avait pas hésité à Arsenal à le faire. Donc ça va dans ce sens-là. Et après, du coup, je pense que le dernier poste, c'est entre Barcola et Lee. Hein. Donc Gonzalo Ramos, bon, ça m'étonnerait qu'il revienne dans le 11 comme ça, sachant que ça fait quand même Monaco, Lens, Monaco, Lyon, 4 matchs que le frérot n'est pas titulaire. Bon, alors certes, il rentre. Au Trophée des Champions, il fait pas une bonne entrée. Hein. Il loupe une grosse occasion et il est assez discret, faut le dire. On le dit tout le temps quand les entrées sont fantastiques. Là, voilà, il a une grosse occasion. Alors après, c'est vrai que sur le but de Dembélé, il emmène aussi les défenseurs au premier poteau. Mais voilà, je pense que l'attaque, ça va être ça. Et perso, entre Barcola et Lee, je pars quand même sur Barcola pour son dynamisme. Pardonnez-moi de préférer les joueurs comme lui qui sont beaucoup plus dans la percussion et à aller provoquer sans cesse le défenseur, surtout que je pense qu'il est un peu plus frais que sur la fin de saison dernière où il apparaissait vraiment carbonisé physiquement. Voilà. Donc demain, Désiré Doué, Barcola et Dembélé titulaire au Parc des Princes. Il n'y aura pas de débrief les gars demain soir parce que j'y serai. Donc on fera ça lundi tranquillement. Je vous ferai un débrief complet. Avant d'enchaîner mardi et puis mercredi. Par contre, Espali, je ne serai pas à Clermont-Ferrand, il y aura un débrief bien sûr juste après le match. Mais demain, on va au parc. Petite déclat aussi sur les indésirables de Luis Enrique concernant Marco Asensio. C'était une question sur lui. Il dit « Mes décisions parlent plus que moi et je décide en fonction des entraînements. » Ça voilà, il le dit tout le temps. Pour comprendre la méthode Luis Enrique,
Et pour comprendre parfois des choix qui n'ont pas l'air compréhensibles à premier abord, il faut penser à ça. Par exemple, Colomani, je pense que ses entraînements doivent être catastrophiques. Asensio, ces derniers temps, c'est pareil. Mais Asensio, ça me surprend beaucoup plus parce que déjà, début de saison, il est préféré à Colomani quand Ramos se pète. Il est titulaire. Mais même quand il arrive, en fait, en 2023, il est titulaire fin août quand Mbappé revient dans le 11. Alors après, il se pète. Mais en deuxième partie de saison dernière, il est aussi titulaire surprise à l'aller contre le Barça. Donc c'est vrai que ça fait qu'il a un statut, je trouve, un peu différent que Colomani et Skriniar, qui ont un peu toujours été voilà, dans le sac complet. Lui, voilà, c'est vrai qu'il y a eu des moments où ça allait beaucoup mieux. Et je pensais qu'il allait pouvoir, tu vois, faire ce yo-yo, rester dans ce rôle de joueur de complément. Mais là, visiblement, non, Luis Enrique n'en veut vraiment plus. Pourtant, c'est un joueur qu'il apprécie hein, quand il est arrivé, comme je l'ai dit. En plus, il se connaissait déjà de la sélection espagnole. Donc c'est vrai que moi, ça me surprend un peu. Voilà. Il y a Ibrahim Mbaye aussi qui s'est pété. Ça, c'est une info qui est passée un peu inaperçue, mais il s'est fait une entorse de la cheville. Et ça va prendre plusieurs semaines. Donc, on est à un moment où, par exemple, il y a la Coupe de France qui arrive, on aurait pu le voir, et au final, ce ne sera pas le cas. Donc, c'est dommage et regrettable. Surtout que là, avec l'arrivée de Kvaratskhelia, Désiré Doué qui peut évoluer à ce poste, Barcola, Dembélé, Likanguin qui ne devrait pas partir, Mayoulou, pourquoi pas aussi, ça fait quand même énormément de monde. Moi, j'ai vraiment hâte de savoir... le PSG fait filtrer qu'on n'est pas du tout intéressé, que ce sont des bruits de couloir. Mais j'ai vraiment hâte de savoir si on veut vraiment Mohamed Salah de l'autre côté, en fait. Et après avoir recruté Kvaratskhelia. C'est-à-dire que si on recrute Kvaratskhelia et que derrière, on essaye de recruter Salah à droite, waouh, je me dirais, ah ouais. Parce que là, aujourd'hui, tu vois, cet été, on essayait de comprendre un peu le non-recrutement à ce poste en se disant peut-être qu'on veut faire de la place à Ibrahim Mbaye, qu'il va être inclus dans la rotation cette saison avec du temps de jeu pour progresser, pour s'adapter. Mais là, c'est vrai que... alors après, peut-être que si tu signes ça là, ce serait après un départ d'un mec qui est déjà là. Dembélé, par exemple. Bref. On en est vraiment, mais vraiment pas là. On se retrouve lundi pour débriefer ce PSG Saint-Etienne. Bon week-end à tous d'ici là. Prenez soin de vous et allez Paris bien évidemment avant tout. Ciao.